Bonsoir, bienvenue sur D8 dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie d'être avec vous et quoi de plus beau que de démarrer cette nouvelle année avec des contes de fées. Nous adorons tous les animaux fabuleux, les histoires de princesses, de princes charmants. Et nous continuons avec Madame d'Aulnoy et le conte L'Oiseau bleu. Bien sûr, nous attendons vos réactions, vos messages via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et bien sûr, si vous voulez nous envoyer des lettres, vous pouvez le faire via l'adresse suivante, le 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt et marqué en gros dessus D8 Voyage au bout de la nuit. Nous nous en étions arrêtés à la page 98. Quand il fut revenu de sa chambre, il dit à un jeune prince qu'il l'avait accompagné et qu'il aimait fort de donner tout ce qu'on voudrait au monde pour gagner quelqu'une des femmes de la princesse, afin qu'il pût lui parler un moment. Ce prince trouva aisément des dames du palais qui entrèrent dans la confidence. Il y en eut une qui l'assura que le soir même, Florine serait à une petite fenêtre basse qui répondait sur le jardin et que par là, elle pourrait lui parler. Pourvu qu'il prît de grandes précautions afin que l'on ne sût pas. Car, ajouta-t-elle, le roi et la reine sont si sévères qu'ils me feraient mourir s'ils découvraient que j'eusse favorisé la passion de charme. La princesse, ravie d'avoir amené l'affaire jusque-là, lui promit tout ce qu'elle voulait et courut faire sa cour au roi en lui annonçant l'heure du rendez-vous. Mais la mauvaise confidente ne manqua pas d'aller avertir la reine de ce qui se passait et de prendre ses ordres. Aussitôt, elle pensa qu'il fallait envoyer sa fille à la petite fenêtre. Elle l'instruisit bien, et Truitonne ne manqua à rien, quoiqu'elle fût naturellement d'une grande bête. La nuit était si noire qu'il aurait été impossible au roi de s'apercevoir de la tromperie qu'on lui faisait, quand bien il n'aurait pas été aussi prévenu qu'il l'était. De sorte, il s'approcha de la fenêtre avec des transports de joie inexprimables. Il dit à Truitonne tout ce qu'il aurait dit à Florine pour la persuader de sa passion. Truitonne, profitant de la conjoncture, lui dit qu'elle se trouvait la plus malheureuse personne du monde, d'avoir une belle-mère si cruelle, et qu'elle aurait toujours à souffrir jusqu'à ce que sa fille fût mariée. Le roi l'assura que si elle le voulait pour son époux, elle serait ravie de partager avec elle sa couronne et son cœur. Là-dessus, il tira sa bague de son doigt, et la mettant à celui de Truitonne, il ajouta que c'était un gage éternel de sa foi, et qu'elle n'avait qu'à prendre l'heure pour partir en diligence. Truitonne répondit le mieux qu'elle put à ses empressements. Il s'apercevait bien qu'elle ne disait rien qui vaille, et cela lui aurait fait de la peine, sans qu'il se persuadait que la crainte d'être surprise par la reine lui ôtait la liberté de son esprit. Il ne la quitta qu'à condition de revenir le lendemain à pareille heure. Ce qui lui promit de tout son cœur. La reine ayant su l'heureux succès de cette entrevue, elle s'en promit tout. Et en effet, le jour étant concerté, le roi vint la prendre dans une chaise volante traînée par des grenouilles ailées. La nuit était fort noire. Truitonne sortit mystérieusement par une petite porte, et le roi qui l'attendait la reçut entre ses bras et lui jura 100 fois une fidélité éternelle. Mais comme il n'était pas d'humeur à voler longtemps dans sa chaise volante sans épouser la princesse qu'il aimait, il lui demanda où elle voulait que les noces se finissent. Elle lui dit qu'elle avait pour marraine une fée qu'on nommait Souciot, qui était fort célèbre, et qu'elle était d'avis d'aller à son château.
Quoique le roi ne sût pas le chemin, il n'eut qu'à dire à ces grosses grenouilles de les conduire. Elles connaissaient la carte générale de l'univers, et en peu de temps, elles rendirent le roi et Truitonne chez Soussio. Le château était si bien éclairé qu'en arrivant le roi aurait connu son erreur, si la princesse ne s'était soigneusement couverte de son voile. Elle demanda sa marraine, elle lui parla en particulier et lui conta comme quoi elle avait attrapé Charmant et qu'elle la priait de l'apaiser. « Ah, ma fille, dit la fée, la chose ne sera pas facile. Il aime trop Florine. Je suis certaine qu'il va nous faire désespérer. » Cependant, le roi attendait dans une salle dont les murs étaient de diamants, si clairs et si nets qu'il vit au travers Soussio et Truitonne causer ensemble. Il croyait rêver. « Quoi ? disait-il. Ai-je été trahi ? Les démons ont-ils apporté cet ennemi de notre repos ? Florine vient-elle pour troubler mon mariage ? Ma chère Florine me paraît point. Son père l'a peut-être suivi. Il pensait mille choses qui commençaient à le désoler, mais ce fut bien pis quand elles entrèrent dans la salle et que Soussio lui dit d'un ton absolu : « Roi charmant, voici la princesse Truitonne, à laquelle vous avez donné votre foi. Elle est ma filleule, et je souhaite que vous l'épousiez tout à l'heure. » « Moi, s'écria-t-il, moi, j'épouserai ce petit monstre. Vous me croyez d'un naturel bien docile quand vous me faites de telles propositions. Sachez que je ne lui ai rien promis. » Et elle dit autrement, elle en a... « N'achevez pas, interrompit Soussio. Et ne soyez jamais assez hardi pour ne manquer de respect. » « Je consens, répliqua le roi, de vous respecter autant qu'une fée est respectable, pourvu que vous me rendiez ma princesse. Est-ce que je ne la suis pas par jure ? Dit Truitonne, en lui montrant sa bague. À qui as-tu donné cet anneau par gage de ta foi ? À qui as-tu parlé à la petite fenêtre si ce n'est à moi ? Comment donc ? reprit-il. J'ai été déçu et trompé. Non, non, je n'en serai point la dupe. Allons, allons mes grenouilles, je veux partir tout à l'heure. Oh, ce n'est pas une chose en votre pouvoir, si je n'y consens, dit Soussio. Elle le toucha et ses pieds s'attachèrent au parquet, comme si on les avait cloués. Quand vous me lapideriez, lui dit le roi, quand vous m'accrocheriez, je ne serai point à une autre qu'à Florine. J'y suis résolu. Et vous pouvez, après cela, user de votre pouvoir à votre gré. Soussio employa la douceur, les menaces, les promesses, les prières. Truitonne pleura, cria, gémit, se fâcha, s'apaisa. Le roi ne disait pas un mot, et les regardant toutes deux avec l'air du monde le plus indigné. Il ne répondait rien à tout leur verbiage. Il se passa ainsi 20 jours et 20 nuits, sans qu'elle cessasse de parler, sans manger, sans dormir et sans s'asseoir. Enfin, Soussio, à bout et fatigué, dit au roi : « Oh bien, vous êtes un opiniâtre qui ne voulait pas entendre raison. Choisissez ou d'être 7 ans en pénitence pour avoir donné votre parole sans la tenir, ou d'épouser ma filleule. » Le roi, qui avait gardé un profond silence, s'écria tout d'un coup : « Faites de moi tout ce que vous voudrez, pourvu que je sois délivré de cette maussade. » « Maussade vous-même, dit Truitonne, en colère. Je vous trouve un plaisant roitelet, avec votre équipage marécageux,
de venir jusqu'en mon pays me dire des injures et manquer à votre parole? Si vous aviez pour 4 derniers d'honneur, en useriez-vous ainsi? Voilà des reproches touchants, dit le roi d'un ton railleur. Voyez-vous qu'on a tort de ne pas prendre une si belle personne pour sa femme. Non, non, elle ne le sera pas, s'écria Soucieux en colère. Tu n'as qu'à t'envoler par cette fenêtre si tu veux, car tu seras 7 ans oiseau bleu. En même temps, le roi change de figure. Ses bras se couvrent de plumes et forment des ailes. Ses jambes et ses pieds deviennent noirs et menus. Il lui croît des ongles crochus. Son corps s'apetisse. Il est tout garni de longues plumes fines et déliées de bleu céleste. Ses yeux s'arrondissent et brillent comme des soleils. Son nez n'est plus qu'un bec d'ivoire. Il s'élève sur sa tête une aigrette blanche qui forme une couronne. Il chante à ravir et parle de même. En cet état, il jette un cri douloureux de se savoir ainsi métamorphosé et s'envole à tire-d'aile pour fuir le funeste palais de Soucieux. Dans la mélancolie qui l'accable, il voltige de branche en branche et ne choisit que des arbres consacrés à l'amour ou à la tristesse, tantôt sur les myrtes, tantôt sur les cyprès. Il chante des airs pitoyables où il déplore sa méchante fortune et celle de Florine. En quel lieu ses ennemis l'ont-ils caché, disait-il? Qu'est devenue cette belle victime? La barbarie de la reine la laisse-t-elle encore respirer? Où la chercherai-je? Suis-je condamné à passer 7 ans sans elle? Peut-être que pendant ce temps, on la mariera et je perdrai pour jamais l'espérance qui soutient ma vie. Ces différentes pensées affligeaient l'oiseau bleu à tel point qu'il voulait se laisser mourir. D'un autre côté, la fée Soucieux renvoya Truitonne à la reine, qui était bien inquiète comment les noces se seraient passées. Mais quand elle vit sa fille et qu'elle lui raconta tout ce qui venait d'arriver, elle se mit dans une colère terrible, dont le contre-coup retomba sur la pauvre Florine. Il faut, dit-elle, qu'elle se repente plus d'une fois d'avoir su plaire à Charmant. Elle remonta dans la tour avec Truitonne, qu'elle avait parée de ses plus beaux riches habits. Elle portait une couronne de diamants sur sa tête et 3 filles des plus riches barons. De l'État tenait la queue de son manteau royal. Elle avait au pouce l'anneau du roi Charmant, que Florine remarqua le jour qu'ils parlèrent ensemble. Elle fut étrangement surprise de voir Truitonne dans un si rompeux appareil. « Voilà ma fille qui vient vous apporter des présents de sa noce, dit la reine. Le roi Charmant l'a épousée. Il l'aime à la folie. Il n'a jamais été des gens plus satisfaits. Aussitôt, on étale devant la princesse des étoffes d'or et d'argent, des pierreries, des dentelles, des rubans, qui étaient dans des grandes corbeilles de filigrane d'or. En lui présentant toutes ces choses, Truitonne ne manquait pas de faire briller l'anneau du roi. De sorte que la princesse Florine, ne pouvant plus douter de son malheur, elle s'écria d'un air désespéré qu'on nota de ses yeux toutes ces présents si funestes, qu'elle ne voulait plus porter que du noir, ou plutôt qu'elle voulait présentement mourir. Elle s'évanouit, et la cruelle reine, ravie d'avoir si bien réussi, ne permit pas qu'on la secourût. Elle la laissa seule, dans le plus déplorable état du monde, et fut contée malicieusement au roi que sa fille était si transportée de tendresse, que rien n'égalait les extravagances qu'elle faisait, qu'il fallait bien se donner de garde de la laisser sortir de la tour. Le roi lui dit qu'elle pouvait gouverner cette affaire à sa fantaisie et qu'il n'en serait toujours satisfait. Lorsque la princesse revint de son évanouissement et qu'elle réfléchit
sur la conduite qu'on tenait avec elle, au mauvais traitement qu'elle recevait de son indigne marâtre, et à l'espérance qu'elle perdait pour jamais d'épouser le roi charmant. Sa douleur devint si vive qu'elle pleura toute la nuit. En cet état, elle se mit à sa fenêtre, où elle fit des regrets fort tendres et fort touchants. Quand le jour approcha, elle la ferma et continua de pleurer. La nuit suivante, elle ouvrit la fenêtre, elle poussa de profonds soupirs et des sanglots, elle versa un torrent de larmes. Le jour vint, elle se cacha dans sa chambre. Cependant, le roi charmant, ou pour mieux dire, le bel oiseau bleu, ne cessait point de voltiger autour du palais. Il jugeait que sa chère princesse y était renfermée. Et si elle faisait de tristes plaintes, les siennes ne l'étaient pas moins. Il s'approchait des fenêtres, le plus qu'il pouvait pour regarder dans les chambres. Mais la crainte que la truitonne ne l'aperçût et ne se doutât que c'était lui, l'empêchait de faire ce qu'il aurait voulu. « Il y va de ma vie, disait-il en lui-même. Si ces mauvaises princesses découvraient où je suis, elles voudraient se venger. Il faudrait que je m'éloignasse ou que je fusse exposé au dernier danger. » Ces raisons l'obligèrent à garder de grandes mesures, et d'ordinaire, il ne chantait que la nuit. Il y avait vis-à-vis de la fenêtre où Florine se mettait, un cyprès d'une hauteur prodigieuse. L'oiseau bleu vint s'y percher. Il y fut à peine qu'il entendit une personne qui se plaignait. « Souffrirai-je encore longtemps ?» disait-elle. « La mort ne viendra-t-elle point à mon secours ?» Ceux qui la craignent ne le voient que trop tôt. Je la désire et la cruelle me fuit. Ah, barbare reine, que t'ai-je fait pour me retenir dans une captivité si affreuse? N'as-tu pas assez d'autres endroits pour me désoler? Tu n'as qu'à me rendre témoin du bonheur que ton indigne fille goûte avec le roi charmant. » L'oiseau bleu n'avait pas perdu un mot de cette plaindre. Il en demeura bien surpris, et il attendait le jour avec la dernière impatience pour voir la dame affligée. Mais avant qu'il vînt, elle avait fermé la fenêtre et s'était retirée. L'oiseau curieux ne manqua pas de revenir la nuit suivante. Il faisait clair de lune. Il vit une fille à la fenêtre de la tour qui commençait ses regrets. « Fortune, disait-elle, toi qui me flattais de régner, toi qui m'avais rendu l'amour de mon père, que t'ai-je fait pour me plonger tout d'un coup dans les plus amères douleurs? Est-ce dans un âge aussi tendre que le mien qu'on doit commencer à ressentir ton inconstance? Reviens, barbare, reviens s'il est possible. Je te demande pour toute faveur de terminer ma fatale destinée. » L'oiseau bleu écoutait. Et plus il écoutait, plus il se persuadait que c'était son aimable princesse qui se plaignait. Il lui dit « Adorable Florine, merveille de nos jours, pourquoi voulez-vous finir si promptement les vôtres? Vos maux ne sont point sans remède, et... Qui me parle ?» s'écria-t-elle d'une manière si consolante. « Un roi malheureux, reprit l'oiseau, qui vous aime et n'aimera jamais que vous. » C'est ici que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit, en compagnie de Madame d'Aulnoy et l'oiseau bleu. Que va-t-il se passer? On se retrouve très bientôt et je vous souhaite une bonne nuit, de jolis rêves et à très bientôt. Je vous embrasse. Salut!